1, 2. Ladies and gentlemen, good afternoon. Mesdames et messieurs, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. On va tester votre micro, donc vous allez nous donner votre nom et l'une de votre meilleure expérience à ce forum. Merci Anita. Je crois que ceci témoigne du fait que le micro fonctionne très bien. Donc je remercie l'équipe de la BIDC et le président d'Encore pour l'organisation de cet échange autour d'une question cruciale qui est le déficit infrastructurel. Merci beaucoup. Ambassadeur, je vais vous demander, je vais vous appeler Excellence parce que je ne peux pas prononcer votre nom plus de 2 fois. Donc, et partagez avec nous votre expérience depuis le matin. Bonsoir Anita, bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là. C'est un événement important en matière de forme d'investissement et l'Inde est associée à la CEDEAO de manière résiliente et je peux dire que c'est un honneur pour moi à ce forum et nous aimerons que nous allons encore plus interagir, que ce soit la BITC ou la CEDEAO avec l'Inde et nous avons une relation déjà forte. Nous aimerions que cela puisse continuer. Donc, est-ce que vous pouvez partager quelques mots en ce qui concerne le programme ce matin? Oui, merci madame. Je suis Kissinger Apollinaire, secrétaire général du West African Power Pool, le WAP. Et nous sommes l'institution spécialisée de la CEDEAO en matière d'énergie électrique. Nous avons pour mission de construire, d'interconnecter les pays de l'Afrique de l'Ouest et d'installer donc dans cette région un marché de l'énergie électrique. Il y aura des ventes, des achats et voilà. Et vraiment, je suis très content d'être parmi vous cet après-midi et de partager avec tout le monde ici notre expérience de mobilisation des ressources pour l'investissement dans les infrastructures que nous mettons en œuvre. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je finis avec Hélène parce que je vais débuter officiellement avec vous. Hélène, soyez la bienvenue. Dites-nous une chose qui a capté votre attention, qui vous a peut-être inspiré à faire beaucoup plus par rapport aux engagements d'Afreximbank. Qu'est-ce que cela serait? Je pense que cet événement est le premier du genre et cela vient à un moment très adéquat lorsque le déficit infrastructurel dans la région CEDEAO devrait être une des priorités de nos échanges. C'est très intéressant de voir comment est-ce que les conversations sont profondes depuis le matin et le fait que le secteur privé, de même que le secteur public, sont volontaires, ils veulent vraiment collaborer. Et on peut voir que le déficit infrastructurel est énorme et on peut financer cela. Les conversations ont bien démarré, c'est positif, mais il faut intensifier ces échanges. Il faut prendre des décisions cognitives afin de mettre en œuvre des initiatives dont on a déjà parlé aujourd'hui. Merci beaucoup Hélène. Parlons du fait de faire plus. Je crois que vous devez être sous le fait des projecteurs. Je vais vous demander à Frexim, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir mobiliser les ressources et développer l'infrastructure au sein de la CEDEAO? J'espère que ce n'est pas une question difficile. Merci beaucoup. Je vais vous donner un petit aperçu d'Afrexim. Nous sommes une organisation dont le mandat primaire est de développer et de promouvoir le commerce intra-africain sur tout le continent, évidemment. Mais nous reconnaissons que pour pouvoir atteindre notre objectif, nous avons besoin de pouvoir soutenir le développement du commerce et l'industrialisation, de même que l'infrastructure. Donc cela fait partie également de notre objectif principal. J'ai déjà parlé du déficit infrastructurel et en Afrique uniquement, il y a environ 170 milliards de dollars de déficit infrastructurel. Et c'est le montant dont nous avons besoin chaque année pour pouvoir financer l'infrastructure. Maintenant, nous réussissons à mobiliser seulement 25% de ressources. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en retard. Donc on parle maintenant de pouvoir rassembler des ressources. Je crois que c'est très pertinent pour la région de la CEDEAO. 8 des 16 pays de la CEDEAO ont une population de
moins de 20 millions. Et je crois que pour pouvoir résoudre les problèmes, il faut pouvoir rassembler les ressources dans toute la région de la CEDEAO. 7 des 16 pays ont un PIB de 5 milliards de dollars. Donc ça veut dire que c'est des petites économies. Et je peux dire qu'il faudrait que les IFD jouent un rôle pour pouvoir résoudre certains de ces problèmes, surtout à Frexim. Et lorsque nous parlons de partenariat public-privé, essentiellement, il faudrait un cadre. Et quand je parle de cadre, ça prend en compte le cadre juridique, un cadre politique, et je crois que c'est là que les IFD jouent un rôle majeur. Quand on prend Frexim Bank, 52 sur les 54 pays africains sont membres. Donc, ça veut dire que nous échangeons beaucoup avec les pays et nous pouvons travailler avec eux pour pouvoir mettre en place le bon cadre pour soutenir le développement du partenariat public et privé. Il y a 3 ans, nous avons mis en place un département de préparation de projets parce que nous avons reconnu que la plupart des projets que nous voyons, il y a beaucoup de contraintes, des contraintes pour pouvoir amener ces projets à maturité pour qu'ils approchent les institutions pour avoir des financements. Mais on a besoin d'argent pour développer les projets. Nous avons besoin d'argent pour pouvoir vendre ces projets de manière convaincante aux investisseurs. Donc, notre département qui s'occupe des projets et soutient les projets pour les amener à un stade de bancabilité. Et donc, nous avons octroyé un prêt d'environ 2 millions de dollars. Et lorsque vous arrivez à un niveau où on peut vous financer, on peut vous octroyer cela. Maintenant, ça peut atteindre plusieurs personnes. Ça peut aider à payer des services de publicité. Ça peut aider au renforcement des capacités parce que nous reconnaissons que c'est une chose qui manque également sur le continent. À part cela, qu'est-ce que les IFD peuvent faire? Quand on voit l'argent dont on a besoin pour financer le déficit infrastructurel, la plupart des institutions financières veulent donner des financements en dollars, mais les revenus pour le remboursement seront en monnaie locale. Donc, vous voyez, il y a déjà un décalage de devises et c'est déjà une recette de l'échec. Et ce que les IFD peuvent faire, c'est de pouvoir décaisser des devises locales. Je peux donner un exemple nigérian. Nous avons au Nigeria des équivalent de 10 milliards de dollars pour la pension. Mais comment on peut débloquer cela? Lorsque ce fonds est utilisé peut-être pour l'infrastructure, il faut avoir une assurance qui aura le remboursement. Maintenant, si vous avez une IFD qui donne une sorte de garantie ou qui se tient derrière ce fonds de pension, vous pouvez aider à débloquer cette somme. Une autre chose que nous reconnaissons comme vide pour ce qui est de ce déficit infrastructurel, c'est la question de fonds propres. Si vous voulez prêter 300 millions de dollars, la banque va vous demander mais quel est votre fonds propre, qu'est-ce que vous mettez dans la balance. Dans un prêt de 300 millions de dollars, si vous voyez votre ratio revenus et dépenses, ça veut dire que vous devez apporter 100 millions de dollars. Où est-ce que vous aurez ces fonds? Donc en 2022, nous avons mis en place une succursale Funds for Development Africa. Et ce que nous faisons là-bas, c'est de pouvoir donner des capitaux propres pour pouvoir s'assurer de la viabilité des projets. Donc on les soutient, on peut donner même 50 millions de dollars pour pouvoir soutenir certains de ces projets. Alors, permettez-moi de finir en disant que les IFD ont un rôle d'attirer l'investissement du secteur privé. Notre rôle, ce n'est pas de compétir avec les banques commerciales et nous le faisons en employant une variété de produits. Nous pouvons employer pouvoir avoir des projets qui vont permettre aux banques commerciales de pouvoir également agir parce que les banques commerciales ne peuvent pas faire des fois des prêts sur 10 ans. C'est ça le déficit infrastructurel. On n'a pas besoin de prêts à court terme pour pouvoir financer cela. On a besoin d'un prêt à long terme. Donc, si vous voulez une IFD qui soit sur le long terme, il vous faudra attirer une banque commerciale qui viendra avec un prêt sur le court terme. Voilà une des choses que les IFD peuvent faire. Et je vais terminer en disant ceci. Les IFD jouissent d'un statut de crédit prioritaire.
Donc cela aide par rapport au remboursement des prêts. Je crois que les IFD peuvent utiliser cela pour aider à refaçonner la bonne attitude auprès des gouvernements fédéraux. Parce que pour que le partenariat public-privé puisse fonctionner, non seulement on a besoin du cadre réglementaire, on a également besoin de s'assurer que cela soit une réussite. Parce que si vous mettez une politique en place et que le temps vient pour mettre cela en pratique, vous devez avoir la volonté politique pour pouvoir mettre cela en œuvre. C'est là que les IFD peuvent intervenir pour s'assurer que les gouvernements puissent faire ce qu'il faut faire au bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Vous avez fait un travail magnifique en nous amenant dans ce que je peux appeler les meilleures pratiques et des recommandations. Donc, je vais venir à vous, Monsieur Christopher, en voyant l'histoire de l'IFC. Qu'est-ce que vous avez fait ou bien quel est le rôle significatif que IFC a joué par rapport à la structuration des PPP pour les projets infrastructurels sur une échelle internationale? Merci Anita, ce serait très difficile de parler après Hélène parce qu'elle a déjà tout dit. On a juste besoin d'ajouter quelques mots et puis partir parce que c'était magnifique sur ce qu'elle a dit. Parlons de IFC en particulier. Je vais dire quelque chose rapidement. Parfois, on a besoin de démystifier le mot infrastructure parce que ça vient avec tellement de complexité, des mots techniques. Pour moi, ça a seulement un seul but, c'est la croissance socio-économique dans nos pays pour créer également des emplois. Alors, il faut garder cela en tête parce que c'est ça l'objectif. Et spécifiquement par rapport à ce que IFC a fait, je vais dire trois choses. Premièrement, comme Hélène l'a dit, on est constant dans le développement et le travail en amont. Ce que nous faisons, c'est le travail avec le gouvernement et les partenariats dès le début d'un projet afin de les aider à préparer la documentation juridique, à travailler avec les normes sur le plan international pour avoir le meilleur. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut une certaine flexibilité et des ressources pour aider les gouvernements à mettre ensemble le capital humain et des fois les ressources financières pour pouvoir mettre en place une bonne allocation des risques pour les secteurs publics et privés. On a fait cela pour les secteurs de l'énergie et plusieurs secteurs où nous avons aidé à développer plusieurs partenariats PPP qui sont réplicables. D'abord par rapport à un programme photovoltaïque que nous avons fait en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger. À part la CDA, on l'a fait aussi en Zambie, en Ouzbékistan. Et cela était un succès. Il y a des gens qui ont eu accès à l'électricité grâce à cela. Donc, je vais parler maintenant d'un modèle qui est hybride, sans trop entrer dans les aspects techniques. Il y a ce que nous appelons le financement du déficit de viabilité. Vous savez, par exemple, vous vous dites, je suis un gouvernement, je veux développer un projet infrastructurel social. Le problème, peut-être, disons, c'est dans le domaine de l'hébergement ou des soins de santé. Mais la plupart du temps, les pays n'ont pas la capacité financière pour pouvoir payer ces services-là. Alors le gouvernement dira, bon, je viendrai avec un fonds public pour aider les investisseurs privés, que je peux réduire leur risque du projet. Donc ça aide à faire des financements privés. Il y a également l'exemple de l'aide basée sur output, sur les résultats. Peut-être c'est une terminologie de notre boîte,
Mais ce que ça signifie, c'est qu'il y a un modèle hybride du partenariat public-privé dans le domaine de l'eau ou de services électriques. Vous pouvez peut-être connecter des populations rurales. Donc, la société de l'eau ou de l'électricité du pays, peut-être parce que par manque d'organisation ou de performance technique ou de performance commerciale, ils vont dire qu'ils vont déléguer une partie de leurs services au secteur privé pour avoir un contrat de performance. Et dans ce contrat de performance, il y a des résultats de performance qui concernent le secteur privé. Et donc, la compagnie électrique viendra compenser l'investissement qui a été fait par l'investisseur. On peut également parler de notre modèle où la plupart du temps, vous voyez que dans les projets de route, il y a également un projet hybride. Peut-être que c'est juste dans notre boîte qu'on en parle, mais généralement, on met en place une somme conséquente au début d'un projet, peut-être à la phase de construction. Et ensuite, le reste sera payé le long de la vie du projet sur une base annuelle et de manière spécifique aux sponsors privés. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'idée principale par rapport à nos activités, c'est comment est-ce qu'on agrège les ressources avec les partenaires, les sponsors privés et également le gouvernement, c'est-à-dire l'autorité publique, afin d'investir en amont. Pourquoi? En fin de compte, on s'assure de la crédibilité en fin de projet. C'est ce que je peux dire. Pour terminer maintenant, une chose qui est un peu différente du partenariat public-privé, c'est que l'année dernière, on a eu une transaction fantastique en Côte d'Ivoire. Ça a à voir avec la titrisation des véhicules. Le véhicule de titrisation, en quelque sorte, qui est un programme du pays qui s'appelle Électricité pour tous, et notre boîte était un investisseur. Je crois que c'est une maturité sur 15 ans. Et cela a aidé que sur 10 ans, les gens devraient payer leur électricité et montrer leur crédibilité. Donc, c'est la régularité de ces paiements qui permet de titriser les livrables et voir ce qu'il en est sur le marché public pour que le gouvernement puisse avoir les fonds nécessaires pour mettre en œuvre le programme électrique. Donc, c'est ce que je peux dire pour ajouter à ce que Hélène a dit. Merci. Merci, Christopher. Excellence. Clairement, comme Hélène et Christopher l'ont dit, il y a également des récits d'histoire. Il y a des récits de réussite, pardon, et auprès de vous. Mais parlons de ça. Linda a été capable de mettre en place des structures PPP et on va apprendre de votre expérience. Qu'est-ce que vous direz est crucial peut-être pour que la CEDEAO puisse en tirer profit? Vous avez raison, parce que le modèle PPP a commencé dans les années 2000 en Inde et nous avons essayé de pouvoir mieux avancer, corriger nos erreurs, essayer de tirer le meilleur de nos expériences. Il y a plusieurs diplomates ici, donc comprenez, moi, si je ne comprends pas les acronymes que vous utilisez, il y a BO, OHT, DFB, etc. Et puis, il y a également les questions hybrides, etc. Il y a tellement de terminologies autour de cette table, mais nous avons expérimenté plusieurs et nous avons été dans la capacité de les mettre en œuvre. L'Inde, par exemple, ne construit pas des routes sur 10 000 km à l'année. En moyenne, on a réussi à accroître nos capacités de construction de
30 à 37 km par jour. Et cela n'aurait pas été possible sans la participation du secteur privé. Quand je parle de participation, cela signifie également que nous devons mettre en place un système via lequel le secteur privé est capable de gagner de l'argent. Peut-être c'est un schéma annuel comme le collègue l'a dit, ou il y a un schéma hybride. Il y a tellement de choses qu'on a mis en place. Peut-être il y a 556 km à bâtir et puis il y a une partie qui est bâtie par le secteur privé à l'est de l'Inde et à l'ouest également. Il y a été 280 km que nous devions bâtir et nous l'avons fait avec la participation du secteur privé et également le financement de déficit de viabilité est financé à 40% par le gouvernement de l'Inde et par conséquence, le secteur privé peut également prendre ces fonds-là et pouvoir développer plus dans le secteur et attirer des investisseurs. À part cela, par rapport au financement du déficit de viabilité, le budget est relativement conséquent. Il est important alors que le gouvernement puisse utiliser les ressources disponibles. Et c'est pour cela qu'en Inde, je vais donner quelques exemples. Une des valeurs d'acquisition foncière fait partie parce que si on est en train de construire la route, il faudrait pouvoir commercialiser des espaces qui sont dans la zone. De la même manière, il y a des terrains qui sont vendus, qui sont baillés, etc. Et ça permet de pouvoir avoir l'argent et financer le projet de la ville. Et également, il y a une certaine entreprise qui est une entreprise de transport qui transporte 7 000 millions de personnes par an. Donc, vous voyez, cela a aidé. Une autre innovation également, c'est qu'en Inde, nos femmes aiment de l'or. Elles aiment de l'or. Et dans le secteur privé, il y a 27 000 tonnes d'or par famille qui ne sont pas monétisées, qui sont dans les banques. Donc le gouvernement est venu avec un schéma de monétisation de l'or. C'était des obligations qui aidaient. Quand je parle de 27 000, vous croyez que c'est petit, mais c'est 27 000 milliards, environ 40% du PIB. Donc la monétisation de ces obligations-là, ça donne la possibilité au gouvernement d'avoir de l'argent qui n'est pas utilisé dans la structure et pouvoir rembourser après à ceux qui ont les obligations. Donc on a utilisé ces fonds-là pour les projets routiers. Il y a plus de 4000, un projet de 4000 mégaampères qui a aidé également. Il y a également une capacité d'installation de 1000 gigawatts que nous avons mis en place et cela est renouvelable. C'est la plupart des pays, des entreprises du secteur privé qui ont beaucoup aidé à cela parce qu'il y a le financement du déficit qui a aidé. Il y a également, des... In terms of bringing donc, ce sont là partnership as a success story and also to tap les initiatives du gouvernement indien pour essayer, par exemple, de mobiliser les ressources disponibles au niveau local, aussi bien que de tirer parti des ressources à l'externe. Monsieur Ki, votre expérience, quels sont les principaux défis à relever pour établir et maintenir des PPP réussis pour des projets d'infrastructure électrique dans le CEDEAO? Oui, merci madame, parce que c'est vrai, le développement des infrastructures au niveau régional et infrastructures d'électricité au niveau régional que nous faisons, effectivement, on est face à des défis assez importants. La preuve, c'est que dans une partie de notre mandat qui est de construire des lignes de transport entre plusieurs pays, il faut dire que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas pu avoir un PPP pour ces lignes-là. Mais quand même, nous avons réussi
à interconnecter tous les pays continentaux de l'Afrique de l'Ouest en utilisant des financements publics, des financements concessionnels avec les donneurs, les bailleurs de fonds traditionnels. Maintenant, nous sommes en train d'arriver à une autre phase de notre mandat qui est vraiment la mise en œuvre du marché de l'électricité. Nous sommes en train d'exercer la première phase de ce marché-là qui est basée sur les transactions bilatérales. Alors, en ce moment, nous allons mettre en œuvre les transactions basées sur la concurrence où le meilleur prix va vendre. C'est-à-dire que le produit d'électricité, la moins chère, cela qui sera ventilé, acheté par les sociétés qui veulent le prendre. Alors, il faut dire que le produit lui-même, l'électricité, il pose un problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a un manque. D'abord, tout le monde le sait, on n'a pas suffisamment. Et en plus, les acteurs qui le mettent en œuvre dans les pays, les sociétés d'électricité, sont dans une situation financière difficile. Dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays ne sont pas solvables. Ça fait un problème pour faire des PPP quelque part. Alors, les États, les financements également sont importants. Le WAPA sur 15 ans, à peu près 36 milliards de dollars d'investissement qui sont prévus. Bon, couplé à cela, que monter des PPP pour les lignes électriques qui sont des investissements sur plusieurs pays, dans plusieurs pays, monter le PPP n'est pas facile parce que la réglementation n'est pas facile sur plusieurs pays en même temps. Alors ça fait que jusque-là, je disais pour les lignes de transport, on n'en a pas eu. Mais par contre, nous avons eu des PPP dans des pays, donc au niveau national, avec un impact régional. Par exemple, construire en Guinée un barrage qui va fournir l'électricité à la Guinée, mais qui va fournir aussi au Mali et d'autres pays dans le cadre du marché. Donc nous avons des PPP au niveau donc national. Maintenant, comme je le disais, il faut qu'on quitte le niveau national, qu'on arrive à le faire aussi pour les lignes de transport, parce que c'est un besoin important. Vous savez que nos pays, finalement, ont tellement de priorités que pour investir dans l'électricité, ce n'est pas facile. Alors, si je peux, l'expérience que nous avons au niveau national, ce qui se fait au niveau national de l'électricité, si je peux, disons, retenir seulement trois points que je pense vraiment importants pour que l'on puisse faire les PPP dans les infrastructures régionales, je dis bien régionales, de l'énergie électrique. Il faudra tout de même que les pays s'impliquent fortement. Donc une forte implication des pays. Dans tous les cas, si vous voyez ceux qui sont réalisés dans les infrastructures de production d'énergie, le pays a une présence forte. Alors parce que la société en elle-même ne peut pas assurer le remboursement du privé. Alors, en plus donc de cette implication du pays, du gouvernement pour assurer, pour donner une assurance, une garantie, il faudra aussi que le marché de l'électricité dans ces pays-là, c'est-à-dire que la vente d'énergie électrique, que ça puisse être un marché fiable, c'est-à-dire que les ventes d'énergie puissent générer de l'argent et à partir de cet argent généré, de ces profits-là, on peut payer le privé. Alors, en troisième élément, je pense que l'expérience de ce qu'on a vécu, qu'on vit tous les jours, il faut aussi qu'il y ait une régulation forte, de telle sorte que les contrats avec les privés soient des contrats faits, c'est-à-dire des contrats satisfaisant tout le monde, pour éviter que si d'aventure il y a un changement quelque part, qu'on ne vienne remettre ces contrats en cause. Parce que souvent, c'est vrai, quand le privé vient, il prend ses dispositions, il est bien accompagné, il vient discuter avec les nationaux qui ne sont pas souvent bien nantis, et souvent, il y a des contrats qui nous sont déséquilibrés
et qui sont des risques même pour le contrat pour l'avenir. Voilà donc les 3 points que je pense être importants pour que l'on puisse instaurer donc les PPP en fait dans le marché de l'énergie électrique et aussi dans les infrastructures transnationales d'énergie électrique. Merci beaucoup, monsieur. Helen, oui. Hélène, nous revenons vers vous parce que monsieur qui a parlé de 3 éléments importants qui doivent être pris, accélérés pour que nous puissions avoir du succès dans la construction des infrastructures dans la région. Vous avez parlé des institutions financières internationales. Comment est-ce que, quels sont les autres moyens et les autres approches pour mobiliser ces ressources afin que nous puissions appuyer la construction de nos ressources, de nos infrastructures dans les régions qui sont nécessaires et qui sont urgentes? Je pense que ce qui doit être fait, c'est que nous devons nous ne devons plus mettre l'accent sur les emprunts souverains. Je vais donner quelques chiffres. Plus de 50% des pays africains sont sous un programme du FMI. Et cela, c'est déjà une contrainte sur les revenus, les recettes du gouvernement. Et la plupart donc, de ces recettes sont utilisées pour des dépenses courantes, ce qui laisse une très petite marge pour les dépenses en investissement. Alors, il faudrait commencer à réfléchir et à trouver de nouveaux instruments. C'est pour cela que des instruments comme les obligations infrastructures et les obligations vertes peuvent être utilisés. Alors, dans ce sens, pour réussir une émission d'emprunt infrastructure ou verte, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Par exemple, le gouvernement nous avons besoin, par exemple, que le gouvernement manifeste ou adopte une approche très disciplinée et coopère aussi avec d'autres acteurs pour que les obligations de ce type soient une réalité. Parce que cela pourra montrer comment ces appels à mobilisation de fonds pourront réussir. L'autre chose aussi, c'est qu'il faudrait inviter une variété d'investisseurs pour appuyer donc le développement des infrastructures. Cela ouvre la porte à de plus grandes sources de liquidités en dehors donc des frontières du pays. Et l'autre chose que cette approche pourrait adopter, c'est que cela oblige le gouvernement à prioriser des projets. C'est-à-dire, n'importe qui peut se lever aujourd'hui et dire qu'il veut construire un pont entre Lomé et Abidjan. Mais est-ce que c'est ce dont votre économie a besoin actuellement? Et si vous construisez ce pont, est-ce que cela sera viable? Est-ce que cela pourra contribuer au développement économique dont votre pays a besoin? Donc, quand vous essayez d'émettre une obligation pour les infrastructures, vous devez prendre en compte les revenus qui seront générés à travers le projet, parce que techniquement, ce que vous faites, c'est que vous voulez faire un rapport entre les obligations qui seront créées par cette émission et les revenus qui seront générés à travers cette infrastructure. Donc, ce niveau de discipline est très, très important au niveau des États pour prioriser les projets les plus importants. Les obligations sur les infrastructures donnent une plus grande maturité, parce que pour la plupart de ces obligations, et j'en ai parlé dans mes propos liminaires, vous avez besoin de peut-être 20, 30 ans comme échéance de paiement. Et les détenteurs de ces obligations sont disposés à rester pendant 30 ans dans ce projet, tout en sachant que ce projet va continuer à réaliser ses objectifs. Donc cela, c'est une force qui pourrait un peu alléger la tâche sur les recettes de l'État. Et pour finir, les ressources mobilisées pour les infrastructures ne sont pas assujetties à la taxe. Et ça, c'est aussi une motivation supplémentaire. Et l'autre chose, c'est que si tout est fait comme il se doit, vous pouvez en fait émettre une obligation pour les infrastructures et cela viendra avec des taux très élevés, des taux très bas, plus bas même que les obligations souveraines
Et nous pourrons même aller vers les obligations vertes parce que vous savez, il y a une tendance vers la finance climatique et la question c'est de se poser, c'est de se demander où est-ce que ces ressources, d'où est-ce qu'elles proviendront. Donc comment est-ce que nous pouvons mobiliser des ressources venant donc de l'Occident parce que l'Occident s'intéresse au continent africain et veut que le continent se décarbonise. Donc il y a de la liquidité, il y a des ressources qui sont disponibles pour appuyer donc les obligations vertes. Donc comme je l'ai mentionné, il y a du travail à faire, il y a beaucoup de choses à faire, une planification financière qui doit être intégrée. Des économies telles que l'Afrique du Sud ont pu déjà émettre ce type d'obligations et j'espère que nous pourrons en avoir plus sur le continent et surtout dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Des obligations pour les infrastructures dans plusieurs économies. J'ai parlé par exemple de la construction d'une route à Lomé-Abidjan, mais si ce type de prêts sont viables, alors tous les pays qui pourront en profiter, qui pourront profiter de ce projet, pourront se mettre ensemble pour faire cette émission d'obligations. Mécanisme de financement alternatif que l'on peut peut-être explorer pour compléter ces projets, les projets d'énergie dans la région. Oui, disons que financement alternatif pour les projets transnationaux, je parle toujours des transnationaux, je dirais que nous avons absolument besoin actuellement de financer les projets par le privé. J'avais dit tout à l'heure que les pays n'en peuvent plus, mais nous sommes en train d'atteindre un niveau où même ils ne seront plus intéressés. Je vous explique. Par exemple, aujourd'hui, nous avons pu interconnecter les pays parce que chaque pays, par exemple, le Ghana se connecte avec la Côte d'Ivoire parce que l'un veut acheter l'énergie avec la Côte d'Ivoire. Et le Libéria se connecte avec la Côte d'Ivoire parce que le Libéria veut acheter l'énergie avec la Côte d'Ivoire. Ça marche. Mais nous allons atteindre très bientôt, avec le marché, une situation telle que le Libéria veut acheter l'énergie avec le Ghana à travers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, normalement, chaque pays investit dans les infrastructures qui sont sur son territoire. Mais la Côte d'Ivoire va dire, mais moi je n'ai pas besoin de cette ligne-là puisque ça ne me sert pas d'importer l'énergie du Libéria. Donc je ne vais pas investir. Et cette situation, nous allons l'atteindre parce que nous apprenons cette deuxième partie de notre marché où on doit impliquer des pays tiers. Et c'est là, si le pays Côte d'Ivoire ne veut pas investir, il faut qu'on trouve quelqu'un pour investir. Et ce quelqu'un, ça ne peut être, et ce sera certainement le privé. Et pour que le privé investisse, il faut que nous lui assurons que les dollars qu'il va mettre dans la ligne, il va avoir un retour sur ces dollars-là. Et dans ça, nous avons donc engagé une procédure, nous sommes en train d'adopter un tarif, une tarification du transit de l'énergie, de telle sorte que toute ligne qui sera construite avec les échanges qu'il y aura dans les pays et en fonction donc du marché compétitif, les lignes seront rémunérées. Donc si le privé voit et nous allons donner l'assurance, nous allons avoir une assurance de telle sorte que la ligne sera, vous aurez votre argent. Il n'y aura pas de crédit comme maintenant où il y a des dettes importantes entre les échanges. Nous assurons donc que vous avez la certitude d'avoir votre argent, ce qui va faire que le privé va venir. Et bientôt donc nous allons faire cela donc. Et c'est une nécessité parce que sinon, le modèle que nous avons jusque-là, comme je le disais au début, ne pourra plus marcher. Donc nous sommes en train de mettre en place cette tarification de l'énergie électrique. Nous l'avons pratiquement terminé l'étude et nous allons l'adopter et cela va être mis en œuvre. Et nous pensons que donc ça va être attractif au privé. Et avec la rencontre que nous venons d'avoir et ce que Madame vient de dire tout à l'heure à mes côtés, je suis content. On a eu une réunion juste avant celle-là qui nous a permis vraiment de nous connaître, de les connaître en tant que structure qui peut appuyer dans ce sens-là et je suis sûr que ça nous fera avancer.
Merci beaucoup. Ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais rapidement, nous avons encore 6 minutes, je voudrais rapidement parler des TIC parce que c'est l'avenir. Alors, quand on prend en compte le fait de retrouver et mobiliser des ressources, trouver des voies et moyens pour non seulement financer, mais aussi de s'assurer que les projets de TIC sur le continent africain, dans la région de la CEDEAO plus précisément, soient réalisés comme il se doit. L'Inde a quelques exemples de succès dans ce sens. Est-ce que vous pouvez partager quelque chose avec nous dans ce sens? Oui, l'éthique, c'est véritablement l'épine dorsale de notre développement. Cela a commencé dans les années 80 quand nous avons voulu former la compétence humaine nécessaire pour résoudre certains problèmes à travers le monde. Et cela, nous avons eu des entreprises qui se sont installées, qui ont fait avancer ce domaine en Inde. Aujourd'hui, nous sommes allés plus loin. L'éthique nous ont permis de contribuer à environ à 20% de notre PIB. Et ici, nous sommes dans les infrastructures numériques publiques. Ce sont des infrastructures qui sont ouvertes en ligne, qui sont disponibles, que nous avons pu créer et gérer de façon réussie avec des interventions technologiques minimes et un partenariat public-privé, ainsi de suite. Pour vous donner un autre exemple, récemment, au cours du G20 qui a été présidé par l'Inde l'année passée, nous avons eu cette économie numérique dont nous avons eu un document final sur cela qui permet à l'hémisphère sud, y compris l'Afrique, de pouvoir utiliser ces ressources qui sont disponibles. Pourquoi? Parce que ce sont des ressources disponibles en accès libre, donc et ont été développées par l'Inde. Et donc nous voulons donc donner les codes sources au pays et donner aussi et réduire aussi les frais de licence, pas les frais de développement, mais les frais de licence. Donc vous voyez, nous voulons créer donc des systèmes libres d'accès. Le système est un peu complexe, mais ce que nous essayons de faire, c'est d'avancer dans ce sens-là quand même. Et pour vous donner des exemples de comment nous avons pu faire cela et ces infrastructures publiques qui ont été déployées dans plusieurs secteurs, la santé, la réalisation, le suivi des projets, ainsi de suite. Un exemple typique, c'est il y a un État en Inde, Agripia, qui ont utilisé un système BPI qui a permis d'accroître la collecte des taxes dans cet État. Et plusieurs pays africains aussi, et plusieurs pays de l'hémisphère sud utilisent ce système. Par exemple, le Togo. Le Togo discute actuellement avec le Centre de développement des infrastructures publiques de l'Inde pour former le personnel togolais et installer ces applications ici. Le Bénin a aussi déjà entamé des initiatives dans le domaine de la vaccination et nous avons aussi ajouté cela dans d'autres secteurs. Moi, j'étais à la CEDEAO à Abuja et je représente l'Inde aux réunions de la CEDEAO et nous avons présenté cette technologie pour que celle-ci puisse être utilisée dans les pays de la région. Donc, ces outils numériques pourront aider plutôt apporter des solutions plus rapides, par exemple dans la structuration des projets, le suivi des projets et la réalisation ou la finalisation des différents projets qui sont réalisés, aussi bien que l'accélération de ces processus. Donc tout cela est possible et l'Inde est plus que disposée à apporter cet appui fraternel à nos collègues, à nos amis africains. Et si je peux ajouter aussi, vous avez dit qu'en créant des partenariats avec nous à travers ce forum, c'est déjà un message que vous envoyez pour partager les meilleures approches. Est-ce qu'on peut applaudir pour cela, s'il vous plaît? Vous avez été suffisamment généreux, non seulement à travers votre expérience, mais aussi en tenant notre main quand nous avons besoin de cela. Je vois ce secteur. Et dans ce secteur, les ressources deviennent des pays avec le CFA et ainsi de suite. Mais à un moment donné, il faudrait... Nous travaillons dans un pays, Banque mondiale, comme une base
pour protéger le secteur privé dans les risques qu'ils prennent. Donc, nous disons, si après la construction du projet, les données ne sont pas utilisées, c'est-à-dire les consommateurs n'utilisent pas cela, cette ressource viendra pour vous protéger dans les investissements que vous avez faits. Donc, ce sont là les options que nous pourrons utiliser et peut-être qu'on pourrait approfondir cette discussion après. Merci beaucoup, Christopher. Vous avez dit que nous pourrons avoir des discussions séparées et nous aurons les salles de marché et ce seront de l'opportunité pour les acteurs du secteur public et du secteur privé de discuter avec des acteurs. Nous avons des démonstrations. Je pense que nous sommes déjà prêts pour intégrer ces salles de marché pour les discussions qui pourront arriver là-bas. Je vais parler d'activation. L'activation de ce que nous avons dit ici, cette relation que nous devons créer rapidement, cet effort conjoint que nous devons faire pour trouver les ressources. Est-ce que les ressources sont disponibles à la BIDC? Monsieur le Président de la BIDC, est-ce que vous avez l'argent pour nous? So we can come to you with Donc, nous pouvons venir avec vous. Vous avez votre chéquier là, rapidement. Votre directeur finance est là. Donc, nous avons besoin de retrouver, mobiliser ces ressources. Nous devons aller vers des pays comme l'Inde. Je pense que nous n'avons plus beaucoup de temps. Je vais prendre 2 questions dans des participants. Je vois 5 mains levées. Ce sera difficile. Comment est-ce que je fais sans qu'on ne me chasse pour que je retourne au Ghana aujourd'hui? Qui peut m'aider à choisir, s'il vous plaît? Okay, we didn't have ladies the last time. Nous n'avons pas écouté de femmes la dernière fois. Est-ce qu'il y a une femme ici? Oui, voilà, madame, allez-y. Troisième rangée, madame, prenez la parole. Allez tout droit, droit au but. Posez la question et indiquez à qui vous l'adressez. Merci beaucoup, mon nom c'est Tani. Je travaille dans une société de conseil. En ce qui concerne la question de préparation de projet, il y a des discussions qui disent que nous aurons de moins en moins d'investissements à cause donc du gap technologique, surtout avec l'intelligence artificielle. Donc, des sources alternatives, j'ai entendu dire que les fonds géopolitiques qui ont financé ce forum. Est-ce que nous sommes prêts déjà à explorer ce type de financement? Qu'est-ce que cela pourrait avoir comme impact? Et est-ce que le secteur privé africain sait que ces options sont disponibles? Parce que nous ne pourrons pas mobiliser ces ressources qui sont disponibles et on nous dira qu'il n'y a pas de projet bancable. Attendez, s'il vous plaît. À qui vous adressez votre question? Préparation de projet pour SFI et l'autre pour Afreximbank. Alors, Christopher, je vais vous laisser répondre à la question et Hélène, vous allez aussi répondre à votre question et ensuite, je vais donner la parole au monsieur avec les lunettes derrière. Monsieur Christopher, allez-y, s'il vous plaît. Donc, si j'ai bien compris la question, est-ce que nous utilisons l'intelligence artificielle dans la préparation, dans les facilités de préparation de projets? Est-ce que c'est exactement cela? OK. Est-ce que nous prenons cela en compte? Est-ce la question? Oui. Pour l'instant, pour être honnête, non. Je pense que nous faisons vraiment attention à l'usage que nous faisons de l'intelligence artificielle pour l'instant, surtout pour la préparation des projets. À cette date, nous ne faisons pas des investissements juste pour investir. Nous essayons d'aider les sponsors privés à travers les investissements que nous réalisons. Nous avons une expertise à l'interne. Et quand nous n'avons pas, nous venons vers des sociétés de conseil comme la vôtre pour nous aider pour réaliser donc, les investissements que nous voulons réaliser. Donc, sur ces aspects spécifiques, nous n'essayons pas encore d'utiliser l'intelligence artificielle comme cela est souvent présenté. Je pense que cela pourrait aider pour comprendre, par exemple, ce qui se passe dans d'autres régions, sur d'autres marchés, ou ce qui s'est passé par le passé et apprendre de cette expérience. Mais à cette date, je peux vous dire que nous n'avons pas, je vais dire, je ne sais pas, mais peut-être que je ne suis pas au courant de l'usage de l'intelligence artificielle dans la préparation des projets. Je vais m'en arrêter là. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter?
Oui, en une seconde. Ce que je voudrais ajouter, c'est que l'aspect le plus important, c'est qu'est-ce que nous voulons réaliser. Je pense que c'est le plus important pour moi. Si nous savons ce que nous voulons réaliser comme objectif, alors nous pourrons trouver toutes les solutions qu'il faut. Et je peux vous assurer que l'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est de définir ce que nous voulons réaliser. Merci beaucoup. C'est la première fois que j'entends que l'argent n'est pas un problème, Christophe. Hélène, est-ce que c'est ça? C'est le cas aussi? Oui, je pense qu'il n'y a pas de manque de projets. Ce n'est pas qu'il y a un déficit de projets sur le continent, mais la question est de savoir est-ce que ces projets sont bancables. Vous savez, nous avons vu à plusieurs occasions l'Occident qui dit il y a de l'argent disponible, mais quand vous lisez le fond du document, vous lisez toutes les conditions qui sont attachées à cette ressource, alors là, vous voyez que c'est presque inaccessible. Je vous donne un exemple. À la COP 2000, il y a de cela 2 ans, en 2022, 111 milliards de dollars avaient été promis à l'Afrique pour lutter contre le changement climatique ou pour s'adapter à cela. Mais je ne sais pas où nous en sommes. Je ne sais pas si 5% a été déjà investi sur le continent africain. Mais je peux dire, par rapport à ce que vous avez dit, nous pourrons faire un meilleur travail en nous organisant et dans la présentation de nos projets. Je pense que c'est ici que je peux cesser de le dire. La préparation de projets est très, très importante. Et je suis très heureux de savoir que la SFI a des facilités dans ce sens. Et nous avons par exemple un mécanisme conjoint de préparation de projets où nous collaborons avec d'autres investisseurs. J'envoie par exemple 2 millions de dollars et vous apportez aussi votre contribution pour le même projet. Donc je pense que cela c'est un pool de capital qui est disponible pour la préparation de projets. Et en son nom, est-ce que Afrexim Bank a de l'argent à nous donner, s'il vous plaît? Je demande de l'argent de tous les côtés aujourd'hui. Oui, sur les bons projets, nous avons des ressources. Donc, dès que nous viendrons vers vous avec les bons projets, vous pouvez nous donner de la ressource. Parce que Christophe a dit que l'argent n'est pas un problème. Oui, monsieur, complètement derrière, je lui avais promis de lui donner la parole. Est-ce que c'est vous? Oui. Vous avez enlevé votre lunette. Simon-Pierre Kitegui. Parlant du financement alternatif, alors j'aimerais savoir pourquoi la CEDEAO ne se tourne pas majoritairement aussi vers le fonds vert climat qui est disponible pour financer les projets d'infrastructure de sécurité alimentaire. Selon le dernier rapport, il revient que la CEDEAO n'a pu mobiliser que 4% du financement du fonds vert qui existe. Et j'aimerais savoir pourquoi nous n'avons pu mobiliser que ce petit pourcentage. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur qui? Je n'ai pas compris la dernière partie de la question. La dernière partie de la question, monsieur. Encore une fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Selon les derniers rapports, les pays de la CEDEAO n'ont pu mobiliser que 4% du financement du fonds vert climat qui existe, malgré que nous sommes en déficit d'infrastructures et même d'insécurité alimentaire. Ces fonds pourront aider à développer différents projets dans tous les pays. J'aimerais savoir pourquoi. Merci beaucoup. Oui, la réponse est toute simple. C'est vrai, le fonds vert, il existe, son nom le dit. Et comme Mme Brume l'a dit ici, c'est pas facile de le mobiliser. C'est ça toute la difficulté. Au niveau du WAP, nous avons travaillé à définir ce que l'on appelle le facteur d'émission pour toute la région qui devrait faciliter la levée de ces fonds-là. On l'a défini il y a déjà 3 ans et tout pays de la CEDEAO peut utiliser ces données-là pour essayer de mobiliser les fonds, mais c'est tellement compliqué pour y arriver et cela explique certainement le faible taux de mobilisation que nous avons. Sinon, nous avons tout intérêt à le faire, mais comment y arriver? C'est là la difficulté. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen,